Cela veut dire quoi, être soi-même? Eh bien, nous allons voir qu'au-delà de correspondre à ce que l'on pense que les autres attendent de nous, il existe des raisons plus profondes qui nous empêchent, la plupart du temps, d'être soi-même. Bonjour, je suis Yannick Vérité, je suis thérapeute, bioénergéticien quantique et coach spirituel. Et après un long parcours dans la thérapie et dans le soin, j'ai fondé la bioénergie quantique. Et donc je forme des praticiens de santé tout au long de l'année dans mon école. Et j'ai vraiment à souhait de diffuser à travers des vidéos, des posts, des ouvrages, des outils simples et accessibles, permettant une spiritualité incarnée afin que chacun et chacune puisse créer une vie avec davantage de sens. On voit de partout, donc sur les réseaux sociaux, sur les couvertures de magazines, de livres, une invitation croissante à être soi-même, qui correspond aux besoins réels de vivre sa vie librement. Mais ça veut dire quoi être soi-même en fait? Être libre d'exprimer ce que l'on veut exprimer sans avoir peur de passer pour un imbécile ou ridicule. Créer sa vie selon ses désirs profonds. Dépasser le regard des autres et la peur du jugement. Eh bien oui, c'est tout cela, être soi-même. Mais qu'est-ce qui nous empêche alors réellement de l'être? Eh bien c'est le regard de l'autre, en premier lieu. C'est la peur de ne plus plaire. C'est la peur d'être rejeté, d'être jugé. Elle est née, cette peur, le plus souvent en intra-utérin. Et oui, on croit souvent que c'est dans les premières années, dans l'enfance, mais le plus souvent, c'est dans le ventre de la mère que s'est créée cette peur. Le fait de ne pas être attendu, par exemple. D'être attendu dans le sexe opposé. De ne pas arriver au bon moment. D'être trop près d'un autre enfant, de survivre à un projet d'IVG. Eh bien, chaque facteur va créer chez le fœtus la peur de ne pas être accepté, la peur de ne pas être assez bien. Et c'est vraiment dans cette période que se créent les programmes sur lesquels l'individu va fonctionner le restant de sa vie. La période intra-utérine correspond aux fondations de la maison. Et à partir de là, à partir de la naissance, on va monter les murs de la maison. C'est l'image que je peux donner. Le fœtus ressent tout ce que ressent la maman. De ce fait, il ramène à lui cette sensation, puisqu'il n'a pas conscience du monde extérieur, le fœtus. Il a seulement la conscience de la relation entre lui et sa mère. Il sent la relation entre lui et sa mère. Et du fait, tout ce que sa mère ressent, eh bien lui, il le ressent. Et chaque gros stress vécu par la mère, eh bien le fœtus va le ramener à lui, concluant qu'il est potentiellement à l'origine donc de ce stress. Et c'est à ce stade qu'il y a une construction mentale qui va se mettre en place, et cette construction mentale, c'est l'ego. L'ego, il est mis en place donc pour se protéger par rapport à ce sentiment. Et il va faire penser au fur et à mesure à l'enfant que cet enfant doit être comme ceci, ou comme cela, au fur et à mesure de son développement, pour être accepté. L'éducation va vraiment renforcer ce programme existant avec des phrases telles que « on t'aime si tu es gentil » ou « on ne t'aime pas quand tu fais des bêtises ». Ou alors, si tu veux que maman et papa t'aiment, eh bien, il faut que tu travailles bien à l'école. Tu vois ton frère, il a de meilleurs résultats que toi à l'école, par exemple. Il est plus doué que toi. Eh bien, tout ce qui met l'enfant dans une condition pour être aimé va l'éloigner de lui encore plus. Et son ego va lui faire croire qu'il ne peut pas être lui-même pour être aimé. Et donc, il doit être autrement. Et c'est donc un programme basé sur la peur. L'ego fonctionne sur la peur. De ce fait, dans la relation à l'autre, chaque fois que vous avez peur, eh bien, vous n'êtes pas vous-même. Chaque fois que vous voulez plaire à l'autre, le séduire, vous n'êtes pas vous-même.
Ces facteurs de distorsion avec ce que l'on veut être et ce que l'on pense que l'on doit être pour pouvoir être aimé sont, somme toute, assez connus. Par contre, il en est un qui l'est beaucoup moins. Et c'est vraiment le thème essentiel de cette vidéo que je voulais aborder. C'est une priorité dans un bilan de bioénergie quantique. Et chaque praticien donc formé à cette pratique le sait parfaitement bien. Cela se passe au niveau énergétique et inconscient. Nous sommes rarement sur notre énergie. Nous sommes rarement sur notre propre vibration dans au moins un contexte de notre vie, si ce n'est pas plusieurs. Il existe toujours un contexte où nous ne sommes pas nous-mêmes. Si ce n'est pas dans le domaine professionnel, c'est le domaine affectif. Si ce n'est pas le domaine affectif, c'est le domaine familial, ou le domaine de la réussite, ou le domaine des relations sociales. L'ego, dans sa stratégie de séparation avec qui l'on est en réalité, en profondeur, c'est-à-dire des êtres de lumière incarnés dans un corps de chair, donc des émanations de la source, nous fait adopter des schémas de comportement inconscient. Ces schémas de comportement inconscient, c'est quoi? C'est l'évitement, la reproduction des schémas, la compensation, l'opposition au schéma reçu ou alors la maîtrise. Et donc, nous sommes tous branchés sur au moins un domaine de notre vie, sur un de nos proches. Le plus souvent, c'est un des deux, voire les deux parents, via un de ces fameux schémas que je viens d'énumérer. Et donc, je vais illustrer mon propos avec différents exemples et je sais que beaucoup vont se reconnaître dans ces derniers. Par exemple, la personne qui dit je veux surtout pas ressembler à ma mère, c'est pas possible. Moi, je vais lui répondre eh bien, c'est trop tard. Tu lui ressembles déjà, mais tu as tellement peur de cela, alors tu te bats contre ça. Tu te bats pour faire l'opposé de ce que tu as vu de ta mère. Tu n'as pas reçu l'affection de ta mère comme tu aurais voulu, certes, elle a été dure avec toi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'interdire d'être comme elle et tu vas être super affectueuse avec tes enfants. Tu vas les couver, tes enfants, au risque parfois d'en faire trop, voire de les étouffer. D'être une maman poule. Eh bien, c'est un schéma d'opposition à ce que tu as vu de ta mère. Mais ce n'est pas un choix. C'est en fait pour surtout pas reproduire ce que tu as vécu, parce que ça a été souffrant pour toi, que tu n'as pas d'autre choix que de couver tes enfants pour ne pas leur faire subir ce que toi, tu as subi quand tu étais enfant. À l'inverse, le schéma de reproduction ferait que tu reproduirais sur tes enfants ce que tu as vécu. Et c'est ce qu'on voit dans les cas de violence parentale qui se reproduisent souvent d'une génération à une autre. Tu as eu peur de ton père, par exemple, qui se mettait dans des colères noires, alors tu vas t'interdire de te mettre en colère. Tu ne t'es jamais mis ou mise en colère et tu dois toujours paraître aimable, gentil ou gentille, voire passif ou passive. De ce fait, tu as peur de lui ressembler et de faire à l'autre ce que tu as reçu. Tu es branché sur ton père, mais dans un schéma d'opposition. Le schéma de reproduction ferait que tu te mettrais en colère comme lui. Et en le remarquant, tu dirais, mais bon sang, mais je vois mon père là, c'est horrible, c'est pas possible. Et pourtant, je ne peux pas m'en empêcher. Bien, l'exemple, par exemple, d'un garçon qui a vécu dans le manque, et que j'ai reçu en cabinet, et qui s'est dit plus jamais cela. Alors sa quête, ça a été quoi? De faire de l'argent. Toujours plus d'argent, toujours plus d'argent. Et donc, il est dans un schéma de compensation par rapport à ses parents, qui à ses yeux n'ont pas réussi, mais il n'est pas lui-même, parce qu'il pense qu'il n'a pas d'autre choix que de faire de l'argent, et toujours plus, pour ne pas reproduire la non-réussite parentale. C'est quelque chose qu'il a exprimé clairement quand il est venu me voir. Et donc, c'est quelque chose, c'est vraiment une quête sans fin, car même le compte en banque le plus rempli ne lui évitera pas cette peur de manquer qui est au plus profond de lui. Et donc, quelqu'un qui a vécu l'enfermement de sa mère, par exemple, par rapport à son père, les engueulades, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il a de fortes chances de fuir le couple pour ne pas reproduire ce qu'a vécu sa mère. Il va fuir le couple sous prétexte de rester libre. Mais ce n'est pas une liberté tant qu'on fuit une peur. C'est une liberté illusoire.
C'est l'exemple, par exemple, de cette femme, avocate, une ténor du barreau, qui passe à côté de sa vie affective, car elle était branchée sur sa mère, qui, comme je l'ai dit, subissait la violence donc, de son mari. Et donc elle avait fait une force de cela, donc un schéma de compensation, dans sa profession, car elle traitait énormément de violences conjugales, et avec succès. Mais sa vie affective était un désert, un échec, à cause d'un schéma d'évitement et d'opposition. Elle était donc branchée sur sa mère, incapable de créer librement la vie de couple qu'elle désirait au plus profond d'elle-même. Donc évitement, maîtrise et opposition étaient au rendez-vous chez cette femme jusqu'à ce qu'on puisse la détacher de ce schéma. C'est aussi l'exemple de cet enfant qui a vécu la perte d'un de ses parents d'une maladie. Et donc elle s'est sentie impuissante face à la maladie. Alors elle est devenue quoi? Elle est devenue médecin, afin de sauver les autres, car elle n'a pas pu sauver le parent qui est décédé. Sauf qu'elle a réalisé bien des années après, à un moment donné, qu'elle n'était pas vraiment sur sa vie, sur ce qu'elle voulait vraiment faire de sa vie. Son schéma de maîtrise l'avait conduit à ne pas être elle-même. Et donc elle est maintenant devenue architecte d'intérieur, car c'était vraiment sa vraie passion. J'ai aussi l'exemple d'un autre homme qui était très timide en public. Son père, à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, cet enfant, lui disait « Ne dis pas n'importe quoi ». Imaginez la souffrance de cet enfant. Et de ce fait, avec les autres, il avait peur de dire n'importe quoi. Donc il était retranché en lui-même. Et cet homme n'était pas lui-même, mais était branché sur son père dans un schéma d'évitement. Une femme vient me voir un jour aussi en me disant ma vie sentimentale, c'est un échec. Et je lui dis celle de votre mère, c'était quoi? Elle m'a dit encore pire que moi, c'était un échec, je l'ai toujours connue seule. Et donc elle était branchée sur sa mère, et non sur elle, dans un schéma de reproduction. Elle était en fidélité à sa mère pour lui donner raison inconsciemment. Mais vous voyez, je pourrais vous en citer des dizaines, des centaines d'exemples. Être branché, en fait, sur quelqu'un, ça ne veut pas dire avoir de la colère ou de la rancune contre quelqu'un, hein. Loin de là. Sauf que ce que vous avez vécu avec la personne, ou vu de cette personne référente, et ce qu'elle a aussi transmis génétiquement, si c'est vos parents, a laissé des schémas, a laissé des répercussions qui guident votre vie dans un domaine, voire plus de votre vie en fait. Et donc au niveau énergétique, cela se manifeste par un lien. Il y a vraiment un lien invisible de souffrance qui existe entre la personne sur laquelle vous êtes branché et vous-même. Et ce lien est perceptible par ceux qui connaissent l'énergétique sans aucun problème. Mais il existe une structure qui est encore plus importante que ce lien et qui est connue seulement en bioénergie quantique. On l'appelle le fusible logiciel. En fait, c'est une structure énergétique, comme ce nom le dit, qui est placée au-dessus de la tête, là, ici, du côté droit, et qui nous assure d'être sur notre propre identité. En bioénergie quantique, on le teste. Et c'est celui que je n'ai jamais vu brancher sur la personne elle-même, sur au moins un domaine de sa vie. C'est-à-dire, je l'ai toujours eu branché sur quelqu'un d'autre. Je l'ai décrit dans mon livre La santé sur tous les plans, où je décris tous les systèmes énergétiques, et tant que ce fusible est branché sur une autre personne, vous ne pouvez pas fonctionner librement comme vous l'entendez. Vous croyez fonctionner comme vous le désirez, mais c'est un leurre. C'est un non-choix, c'est vraiment un non-choix. Cela sous-entend je n'ai pas d'autre choix que de fonctionner de cette manière en référence à ce que j'ai vécu avec cette personne. Et on croit que c'est un choix de fonctionner, mais non. C'est le cas de maintes femmes, par exemple, qui attendaient de l'amour de la part d'un de leurs proches, parents, oncles, etc. Et ont reçu quoi? De la violence, des attouchements, de l'humiliation. Elles ont alors pensé inconsciemment, je ne suis pas assez bien pour recevoir de l'amour. Et donc elles vont rester branchées sur cette trahison, tant qu'elles ne l'ont pas travaillé, des années après même, je dirais, même avec une thérapie. Ne plus ressentir de la souffrance, de la peine, de la tristesse, de la colère par rapport à un événement ne veut pas dire que vous n'êtes plus branché sur cet événement, ni même sur la
personne incriminée dans ce dernier. C'est le cas de cette femme, par exemple, que j'ai reçue à mon cabinet, qui avait été violée enfant par son oncle et qui avait fait maintes thérapies, mais qui était encore branchée sur son oncle, alors qu'elle n'avait plus de stress sur l'événement. Elle lui avait même pardonné en son âme et conscience, et c'est pour dire le travail vraiment qui avait été fait, je dirais, au niveau de la thérapie, un beau travail. Mais elle était encore branchée sur son oncle, vu le manque d'égard qu'il avait eu pour elle. Et en quoi elle était branchée? Eh bien, elle n'avait aucun égard pour elle-même, en fait. Et concernant la reconnaissance de sa valeur, elle donnait encore raison inconsciemment à son oncle. Elle était vraiment branchée sur l'énergie de son oncle. Pardon. Donc, être branchée sur quelqu'un d'autre, c'est conférer à cette personne du pouvoir indirectement, je dirais, sur votre vie, à ce que vous avez conclu sur vous-même en référence avec ce que vous avez vécu avec cette personne, même si la personne est décédée depuis longtemps. Comme je l'ai énoncé au début, par exemple, lorsqu'on compare deux enfants, celui qui est en position de dévalorisation, en position inférieure, va être branché sur l'autre enfant, bien entendu, en comparaison, plus sur le parent humiliant. Et il va construire sa vie sur ce postulat qu'il est moins bien que l'autre, mais dans les deux autres domaines. Donc, soit il va compenser pour dépasser cela vis-à-vis des autres, et il va sublimer, mais ça sera sans fin, sans pouvoir se poser et un jour être heureux. Il va toujours devoir en faire plus pour montrer sa valeur aux autres et à soi-même. Soit il sera en fidélité à cela, et il va se dévaloriser sans cesse, et n'entreprendra rien, ou il échouera quand il va entreprendre, s'il entreprend, et il donnera raison donc aux parents maltraitants. Soit il va s'opposer à cela et devenir un rebelle, soit il va reproduire cela sur ses enfants. Donc, quel que soit le schéma, il ne sera pas lui-même. Et donc, je n'ai jamais rencontré une seule personne qui soit elle-même, comme je l'ai dit, sur au moins un domaine de sa vie, si ce n'est pas sur tous les domaines de sa vie. Et donc, nous sommes tous sur un schéma de comportement inconscient qui nous empêche de créer ou de réagir selon notre libre arbitre. Et ce n'est pas parce que l'on fuit, que l'on reproduit, que l'on maîtrise sur base d'une situation qui nous a marqué et nous a fait souffrir qu'on est libre. Bien au contraire. La vraie liberté, c'est de sortir de sa peur afin de créer selon ses désirs profonds et à partir de qui l'on est vraiment, et non pas pour éviter, reproduire, maîtriser, compenser ce que l'on a vécu avec un des deux parents ou un proche. Quel que soit le schéma qui se mettra en place, tant que la blessure initiale ne sera pas refermée, traitée, guérie, on ne pourra pas être soi-même sur un domaine de notre vie. Et donc, il est évident que cela aussi dépend du filtre émotionnel de chaque personne. On n'a pas la même sensibilité et du vécu que l'on a eu enfant intra-utérin. Et donc, on retrouve cela aussi quand on redonne, par exemple, un prénom ayant existé dans la famille. Alors, c'est pas dans tous les cas, rassurez-vous, mais par exemple, il y a le cas de cet homme, Émile, qui a fait un AVC à l'âge de 35 ans. Tellement il se met du stress pour réussir sa vie professionnelle. Et donc, je lui demande d'où vient ce prénom, parce que 35 ans, ça s'appelle Émile, c'est quand même pas courant. Et il me répond que c'est le prénom de son arrière-grand-père, qui comptait beaucoup dans la famille, mais qui a fait faillite et qui est mort dans la pauvreté. Et donc, il n'avait pas conscientisé cette histoire, qu'il était en train de réparer la vie de son aïeul, Émile, d'où le stress pour réussir à tout prix. En plus, il naît le même jour et le même mois, et donc c'est ce qu'on appelle le conflit du gisant. Il est né la même date, pas l'année bien sûr, que son aïeul. Et donc, quand on l'a rebranché sur lui, il a arrêté cette course. Il a arrêté cette course effrénée à réussite, et pour se consacrer vraiment à une vie familiale qui le nourrissait bien davantage. Et donc, je vous invite vraiment à repérer dans quel domaine de votre vie vous n'arrivez pas à être vous-même, où vous avez des difficultés à vivre, à réussir ce que vous désirez réellement. C'est sûrement, et même quasiment sur le signe d'un branchement sur l'identité d'un proche. Attention, toutes nos difficultés ne viennent pas de là. Il existe aussi d'autres facteurs, mais c'est un poste
incontournable que de vérifier son identité. Donc il faut inspecter ce poste quand on veut être vraiment soi-même. Et donc, c'est pas forcément facile à faire tout seul. Et j'entends votre question et j'y réponds de suite. Oui, on peut être branché sur plusieurs personnes. On n'est pas branché forcément que sur une personne. Et ça donne du travail. Donc l'ego peut vous faire penser que c'est pas vrai. Que vous êtes vous-même et que personne d'autre n'interfère dans votre vie, que vous êtes votre libre arbitre. Ça, c'est consciemment. Mais inconsciemment, peut-être que... voilà. Vous avez la possibilité donc de vous faire vérifier cela par un bioénergéticien quantique dont vous trouverez les noms et les coordonnées de chaque praticien validé sur mon site. Car il est, comme je disais, il est très difficile de se rebrancher tout seul parce qu'on n'est pas conscient de tous les branchements qu'on peut avoir avec les uns et les autres. Donc on peut pratiquer sur des personnes dont on a conscience, déjà qu'on est en lien toxique ou en lien de souffrance, les bonhommes allumettes ou un acte où on écrit à cette personne vraiment en mettant toute la souffrance sur la lettre et puis tout ce qu'on aurait voulu recevoir. Et pour couper ce lien, on brûle la lettre en se libérant de ceci. Mais, comme je dis, il est difficile de voir pour soi-même des choses que l'on ne veut pas voir. D'où l'utilité d'une personne qui soit compétente et dans la neutralité pour nous aiguiller. Voilà, donc j'espère que vraiment cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas donc à la commenter, à la liker, à partager pour qu'un maximum de personnes en profitent. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à mon compte afin d'être informé en premier des nouvelles vidéos. Je vous remercie de votre attention.